l'hémiplégie peut être définie très simplement comme le déficit moteur d'un hémicorps. Cette définition suffit à reconnaître le trouble, mais certainement pas à le traiter. En effet, les hémiplégies sont presque toujours la complication cérébrale d'une maladie et le plus souvent d'une maladie vasculaire. Le traitement initial après la mise en évidence de la cause est essentiel. L'examen clinique, l'examen neurologique particulièrement, aidé maintenant considérablement par le scanner, permet de localiser le trouble et d'en définir l'importance au niveau cérébral. Les bilans hospitaliers très serrés doivent aboutir à la mise en évidence de la cause et à son traitement avant d'entreprendre toute rééducation. Se pose alors la question de savoir quand commencer la rééducation. C'est un bilan détaillé qui permet de le préciser. Un bilan moteur d'abord qui doit faire le point des troubles passifs, troubles orthopédiques liés à la survenue de l'hémiplégie, comme des rétractions dues à l'immobilité ou des neuroalgodystrophies, mais également pathologies antérieures de l'appareil locomoteur. Le bilan moteur actif évolue jour après jour. Initialement, il n'y a aucune motricité, le malade est flasque, et au bout de quelques jours, réapparaît une motricité mal contrôlée, avec une exagération du réflexe d'étirement et des syncinésies. Mais le bilan moteur n'est pas suffisant. En effet, rééduquer, c'est informer. Et le bilan des voies d'information va être un élément déterminant pour la conduite de la rééducation. L'information visuelle peut bien sûr être gênée par un trouble de la vue, mais également du fait de l'atteinte cérébrale, par un trouble de l'oculomotricité, par une amputation de champ visuel. Les hémianopsies latérales homonymes sont fréquentes, également par un trouble de la reconnaissance des images ou des objets, plus rares, comme c'est le cas lorsqu'il y a agnosie visuelle. L'information auditive peut être gênée bien sûr par une surdité, mais beaucoup plus fréquemment, dans les atteintes de l'hémisphère dominant, par une aphasie qui empêche le malade de comprendre les ordres oraux, qui l'empêchera éventuellement de comprendre les ordres écrits, et il faut informer les rééducateurs des possibilités qu'ils ont d'utiliser cette information orale ou écrite et des aptitudes du malade à répondre verbalement à ce qui leur est demandé. Enfin, il faut faire le bilan des troubles de la conscience et des troubles mnésiques, car la communication et l'intégration des informations qui vont être données au malade vont en dépendre. Alors à votre question, quand débuter la rééducation? Je répondrai, il n'est jamais trop tôt pour débuter la rééducation passive, il n'est jamais urgent de débuter la rééducation active. La phase flasque correspond au temps de cicatrisation du cerveau. Elle se caractérise par une absence de commande motrice du côté hémiplégique et une fréquente détérioration de l'intégration des informations captées par le patient. Lors de cette phase, l'hémiplégique reste une grande partie du temps alité. Ceci justifie l'attention que nous portons à son installation. Le patient repose sur un plan anti-escar en décubitus dorsal. Nous compensons le dévers de l'épaule hémiplégique. Nous plaçons le bras en déclive pour éviter les troubles trophiques. Les muscles ayant le plus de risques à se rétracter sont étirés. Nous rétablissons l'équilibre du bassin et autorisons un léger flexum du genou, 5 à 10 degrés, pour éviter les rotations de hanche, le récurvatum du genou et l'équin du pied. La cheville est à 90 degrés, l'avant-pied en position neutre et nous veillons à ne pas faire apparaître la griffe des orteils. Pour des raisons trophiques, il est important que l'hémiplégique puisse être changé de position. C'est pourquoi nous l'installons en décubitus latéral sur le côté opposé à la lésion. Nous ne le plaçons jamais sur le côté hémiplégique car cette épaule est fragilisée à l'extrême du fait de la subluxation antéro-inférieure dont nous allons parler. Mettre en appui à cette période une épaule hémiplégique augmente le risque d'apparition du syndrome algodystrophique. C'est pour cette raison que nous parlons des gestes à proscrire, agressifs pour l'épaule.
Ainsi, toute traction sur le membre supérieur est interdite, geste fréquent lorsqu'on assoit un hémiplégique. De même, est-il interdit de mobiliser une épaule sans avoir libéré la scapulo-humérale. Pourquoi tant de précautions? Comme le montre le premier tableau, toute douleur peut entraîner chez les cérébrolésés une réaction nociceptive en triple retrait. Si cette attitude perdure plus de 3 jours, les muscles fixant la position de flexion se rétractent. La cause la plus fréquente de l'attitude en flexion du membre supérieur chez l'hémiplégique est la souffrance de l'épaule et non la spasticité. Si de plus, nous luttons contre ces rétractions par des mobilisations ou des postures douloureuses, nous renforçons les influx nociceptifs, ce qui ramène un peu plus le membre supérieur en triple flexion. La boucle est fermée et l'outil de préhension qu'est le membre supérieur s'en trouve parfois inutilisable. Pour rompre ce cercle vicieux, il convient, premièrement, de prévenir les réactions nociceptives par une réduction de la subluxation, par une installation en bonne position du membre supérieur et en proscrivant les gestes agressifs. Deuxièmement, de traiter spécifiquement les douleurs dès leur apparition. Troisièmement, en pratiquant une mobilisation passive et éventuellement des postures manuelles en restant toujours en dessous du seuil de la douleur. Ce n'est qu'à ces 3 conditions que nous préservons l'outil membre supérieur. Voyons comment respecter ces principes pour réduire la subluxation de la tête humérale. Nous utilisons soit la stimulation électrique fonctionnelle en plaçant les électrodes sur les points moteurs du deltoïde et du sus-épineux. Soit nous plaçons le coude en appui sur l'accoudoir lorsque la personne reste un certain temps au fauteuil. Soit nous utilisons l'écharpe lorsque la personne est librement assise ou debout. Dans les 2 derniers cas, c'est le contre-appui sur le coude qui rend l'aide technique efficace. Nous traitons ici, de manière classique, la tendinite du biceps. Durant cette phase, il est capital de maintenir la mobilité de toutes les articulations et d'empêcher toute rétraction. La mobilisation du membre supérieur démarre en décubitus latéral par la mobilisation de l'omoplate sur le grille costal. Nous la guidons vers la position de sonnette externe. Ceci permet le retour en position de décubitus dorsal. Nous insistons sur l'étirement des 3 grands, le grand dorsal, le grand rond, le grand pectoral. Avant toute mobilisation, il faut nécessairement rétablir la congruence articulaire. Il nous faut souligner l'importance de l'étirement du rond pronateur. C'est un des premiers muscles à se rétracter. C'est pourquoi nous portons simultanément le coude en extension et l'avant-bras en supination. La mobilisation de la main commence par celle des métacarpiens. Il faut insister sur l'ouverture du premier espace. Nous n'oublions pas d'étirer les fléchisseurs du poignet et des doigts, ainsi que les extenseurs. La mobilisation passive doit être faite lentement, de manière à ne pas déclencher l'augmentation du réflexe d'étirement. Celle du membre inférieur se fait à partir d'une fixation du bassin obtenue par la mise en extension-abduction du membre inférieur contralatéral. Nous étirons le grand fessier, les adducteurs, les ischio-jambiers, le triceps et les fléchisseurs des orteils. Ces mobilisations se font d'abord analytiquement, puis nous les groupons en une seule manœuvre globale. Par ailleurs,
nous portons un soin particulier à l'étirement des rotateurs de hanches. Dès que l'état médical du patient le permet, nous l'asseyons et le levons. Ceci implique qu'il puisse passer de la position couchée à la position assise, de même qu'il doit apprendre à aider au transfert assis debout et debout assis. Toutes ces manœuvres sont guidées par les soignants. Nous insistons auprès de ces derniers pour qu'elles se fassent en toute sécurité, même si, à cette période, le patient privilégie les appuis sur le côté contralatéral à l'hémiplégie. De même, devons-nous tous utiliser des prises qui assurent la sauvegarde de l'épaule, cette dernière ne devant jamais être tractée. Redécouvrir les gestes propres à la vie quotidienne, toilette, habillage, prendre un repas, etc. sont importants non seulement du point de vue fonctionnel, mais aussi en tant que rééducation des fonctions d'attention, des gnosies et des praxies. Il s'agit donc d'une véritable rééducation qui devra être guidée ici par les ergothérapeutes. Ces derniers graduent les difficultés et le niveau d'autonomie demandé en fonction d'un bilan précis. Nous apprenons à Michel à s'habiller en commençant par le côté hémiplégique afin de ne pas solliciter l'épaule dans des amplitudes douloureuses. Au déshabillage, nous pratiquons à l'inverse. C'est en opérant ainsi qu'ils proposeront par ailleurs les aides techniques adaptées nécessaires. Voici des exemples d'aides techniques permettant l'autonomie du repas lorsque le membre supérieur est inopérant. Durant cette période, nous accoutumons nos patients à l'utilisation du fauteuil roulant. Le choix du fauteuil dépend certes du niveau de déficience de l'hémiplégique, mais nous devons tenir compte aussi des possibilités de l'entourage. C'est aussi à cette période que nous mesurons les déficits de commande posturale de la marche, de la préhension, etc. Chez Pascal, jeune traumatisé crânien, l'augmentation du réflexe d'étirement prédomine au niveau du membre inférieur gauche. Nous la mettons en évidence en étirant rapidement les adducteurs, les ischio-jambiers et surtout le triceps. Ce dérèglement de la boucle myotatique masque la commande, augmente la dépense d'énergie nécessaire à chaque geste, interdit toute réaction d'équilibration et modifie les sensations proprioceptives. Pour diminuer les effets néfastes de ces contractions, Bobat nous a appris une technique simple. En étirant lentement l'ensemble des muscles spastiques, nous en diminuons les effets nocifs. Malheureusement, si le résultat immédiat est efficace, il ne dure que quelques instants. Pour Pascal, les manœuvres commencent par la torsion du bassin associée à une rétroversion. Elle se continue par l'étirement lent du grand fessier. Cet étirement n'est effectif que si le bassin est stabilisé par l'autre jambe. Puis, nous étirons les adducteurs, les ischio-jambiers et le triceps. Notez l'importance qu'il y a
à étirer lentement le muscle pour passer en dessous du seuil d'apparition du clonus. Cette position de flexion de hanche, abduction de hanche, extension du genou sans récurvateur, mobilisation lente de la tibio-tarsière. Puis, nous revenons à la position de flexion du membre inférieur. Étirer est aussi important pour éviter les rétractions qui apparaîtront en premier lieu sur ces muscles. Face à ce risque, il est parfois nécessaire de pratiquer des postures. Celle que nous montrons a pour effet d'éviter l'équin par rétraction des triceps. On va attendre que les talons posent bien. Pose bien tes talons au sol. Oui. Tension. La commande posturale de M. Codan, hémiplégique droit, est surtout parasitée par une diffusion à l'effort, portant le membre inférieur en extension, adduction et rotation externe. Cette syncinésie globale signifie qu'il y a inadaptation à l'effort lors de mouvements effectués contre résistance. C'est pourquoi toute rééducation type polythérapie est strictement interdite. La seule méthode pour contourner cette diffusion consiste à doser la résistance et la difficulté des exercices que nous proposons aux patients. Outre les troubles dus au parasitage, l'hémiplégie se caractérise par un déficit de la commande posturale. À la base de ce déficit, nous trouvons celui portant sur les coordinations neuromusculaires innées, associant l'ensemble du corps en une réaction prévisible et normale. Démonstration réalisée sur un sujet normal. Parmi ces coordinations, nous distinguons celles de flexion, d'inflexion latérale, de torsion. Les coordinations innées sont plus nombreuses que celles retenues ici pour leur importance. Nous distinguons encore la coordination d'extension, associant l'extension de nuque, la rétropulsion des épaules, l'extension du tronc, des hanches et l'équin des pieds. On va poser les deux jambes sur le ballon. Ces coordinations neuromusculaires chez l'hémiplégique sont perturbées, soit parce qu'elles sont asymétriques, soit parce qu'il existe des points de rupture, soit encore parce qu'elles ne peuvent être recrutées en temps et en amplitude voulue. Aussi, retrouver et améliorer ces coordinations constitue un objectif important de la rééducation. Nous voyons ici Michel, hémiplégique vasculaire gauche, travailler la chaîne en flexion. D'abord à l'aide du ballon de Klein-Fogelbach. Le travail se fait à partir d'une position proche de celle d'inhibition afin d'éviter tout parasitage. Le travail est soit global, soit localisé sur certains maillons. Ici, le membre inférieur gauche est plus particulièrement sollicité. La commande est facilitée par une stimulation faite sur le point de rupture de la chaîne, ici sur la patte doigt, et là sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Oui, très bien. Bien. On recommence une fois en allongeant maintenant la jambe droite. Oui. Attends, détends ton genou. Très bien. Oui. Et hop, on y va. Voilà. Parfait. Lorsque l'organisation spatio-temporelle de la chaîne est acquise, il est nécessaire de faire un travail contre-résistance manuelle qui ne doit en aucun cas déclencher la syncinésie globale. Ici, nous cherchons à déclencher l'activité de la chaîne latérale, associant l'inflexion de la tête, du tronc à l'abduction de hanche et l'éversion du pied. Elle est facilitée par la stimulation du point post-trochantérien.
Le genou reste en flexion alors que la hanche est portée en extension, ce qui nous garantit que le mouvement s'effectue en dehors d'un schéma syncinétique. Nous cherchons ici à renforcer l'activité de la chaîne de rotation par les exercices dits de dissociation des ceintures. Ramène le ballon vers toi, ramène le ballon, oui, très bien. Sur les deux genoux, oui, et on revient à la verticale. Très bien. Alors attends, on va faire. Les aides et les stimulations sont progressivement supprimées. Et puis, on va continuer l'exercice. La chaîne d'extension peut se travailler à partir de l'exercice du pont bustier. De l'autre côté, très bien. Voilà, parfait. Et de l'autre côté encore. Très bien. Puis tu poses les pieds. Pour favoriser la prise d'appui sur le pied hémiplégique, nous plaçons ce dernier le plus près possible du bassin. Nous stimulons le point situé au-dessus de la base de la rotule, ainsi que le point post-trochantérien. Très bien. Et tu redresses en levant ton pied droit. Vas-y. Et on repose. Voilà. On va recommencer une fois. Alors, voici. Cet exercice permet de travailler la stabilité en extension du tronc sur le bassin, de la hanche sur le bassin, du genou sur la hanche et de la cheville dans le plan latéral. En progression, nous faisons glisser sur le plan de travail le pied contralatéral à la lésion afin d'obtenir la tenue du bassin en appui monopodal. À partir du travail global de la chaîne d'extension, nous cherchons à développer une commande sélective associant la flexion-abduction de hanche à l'extension du genou et à l'éversion du pied. Très bien. Vas-y, continue vers la fenêtre là. Très très bien. Voilà, super. Et on relâche. On en fait un comme ça. Il est important de rééduquer les coordinations neuromusculaires innées, parce qu'en s'enchaînant et en s'adaptant aux lois de la pesanteur, elles constituent les réactions de redressement. Guider Pascal de la position du sphinx à la position à genoux dressés revient à solliciter successivement la chaîne latérale provoquant le transfert du poids à gauche, la chaîne de flexion qui détermine le niveau de redressement, l'autre chaîne latérale associée à celle de rotation ramène le centre de gravité à droite, puis la chaîne d'extension qui provoque la tenue redressée. La commande n'est acquise que si l'équilibre est constant et lorsque le passage est celui qui ne demande qu'un minimum d'effort. La guidance consiste à placer, ici la tête, mais ce peut être un membre supérieur ou un membre inférieur, de manière à faciliter la réaction prévisible du reste du corps. Chez Pascal, nous pouvons travailler tous les nems, comme nous l'apprend Monsieur le métayer. Chez les personnes ayant un état général précaire ou un état articulaire défectueux, nous ne travaillons que les passages les plus fonctionnels, les passages couché-assis, assis-debout. Ces passages sont effectués en respectant les mêmes principes que ceux décrits précédemment. La guidance se fait ici en portant le membre supérieur hémiplégique en écharpe, ce qui amène le sujet à prendre appui sur le côté opposé. Alors, le plus dur, c'est de tourner. Allez, on tourne. La flexion-rotation de la tête conduit Michel à prendre appui sur l'épaule, le coude, puis la main. Le sujet arrivant alors à la position assise. Le schéma inverse permet au sujet de se coucher en gardant constamment l'équilibre. Et on repart une fois. Hop. Bien. Vas-y, pousse bien par là. C'est super. Et voilà. Viens maintenant sur ta fesse droite. À l'éducation des passages succède le travail des positions elles-mêmes. Ici, nous travaillons la station assise. Cette dernière n'est acquise que lorsque le patient peut transférer le poids du corps d'une fesse sur l'autre.
que lorsqu'il peut déclencher des réactions d'équilibration par freinage, par modification de ses appuis ou par mouvement d'inflexion en balancier. Notons que la difficulté est dosée par le ballon de la planche à bascule. Cette aide permet de passer simplement de la réaction de transfert à la réaction d'équilibration et à l'automatisation. La station ne devient fonctionnelle que lorsque le sujet va chercher un objet au sol. Pour passer de la position assise à la position debout, nous sollicitons successivement la chaîne antérieure qui règle le niveau de redressement et dont dépend le bon équilibre du transfert. La chaîne latérale gauche qui assure que le côté hémiplégique prend bien en charge une partie du poids du corps et la chaîne de rotation qui stabilise la position en appui sur le pied hémiplégique. Nous veillerons de plus à contrôler l'extension du genou par une butée antérieure. Nous portons un soin particulier à la préparation de l'exercice, car une fois la réaction enclenchée, il n'existe que peu de moyens de la corriger. En progression, nous supprimerons une à une toute guidance visant à ce que ces passages soient effectués de manière autonome. Vas-y, franchement, là, maintenant. Vas-y, redresse ta tête, redresse, c'est bien, redresse, continue. T'es encore un peu écroulé sur ton côté gauche, là. Redresse encore. Voilà, équilibre ton appui. Droite-gauche. Il est tout aussi important d'apprendre à passer de la position debout à la position assise en maintenant un équilibre constant. L'éducation de la tenue debout suit le même plan que celui vu pour la station assise. Nous travaillons les transferts latéraux et l'équilibration sur une planchette à bascule, plus ou moins calée. Le même objectif est poursuivi à partir de la position de fente avant gauche. La bascule avant de la planche permet à Michel de prendre conscience de la nécessité d'assurer le transfert et le soutien sur le membre inférieur gauche avant de décoller le pied droit. Cet exercice permet de préparer la personne à la marche. Nous travaillons la prise d'appui alternée en imprimant un certain rythme pour rétablir la coordination entre les deux hémicorps. Très bien. On part du pied droit, on se ton genou gauche, et prends le temps de prendre ton appui à gauche, hein, correct, tu redescends, et on part à gauche, allez, vas-y, bien reculé, très bien, et on descend, voilà, très bien. Le soutien statique sur le membre hémiplégié est insuffisant pour obtenir une marche de qualité. Il nous faut aussi travailler le soutien dynamique. C'est pas mal du tout, mais un peu trop de temps à se reposer. L'exercice en cours en est un exemple. Il faut transférer l'appui, stabiliser le poids du corps sur le pied gauche, effectuer le redressement, puis alors passer l'autre pied. Allez, encore un peu plus vite. Hop. Bon, t'as vu que c'est 3 km derrière. Allez, un petit monté. D'accord. L'ensemble de cette rééducation ne doit pas nous faire oublier le temps d'inhibition et le travail de la motricité sélective. Nous reprenons ici le schéma moteur nécessaire à la marche dans la phase oscillante, associant flexion-abduction de hanche, extension de genou et version du pied.
Là, nous travaillons le schéma sensitivo-moteur permettant au patient d'apprendre à maîtriser l'arrivée du pied au sol en fin de phase oscillante. En station debout, le coussin parcouru par le pied sert de guide tactile. Il permet de conduire au schéma moteur de la phase oscillante. Cet exercice n'est efficace que lorsqu'il persiste une sensibilité tactile. Très bien. Oui, oui. Reste bien redressé. Très bien. Voilà. On repart une fois. Vas-y. Très bien. Encore. Encore. Très bien. Voilà. On redescend. Très bien. Très bien. Et on vient en appui dessus maintenant. Debout. Très bien. Et en arrière. Voilà. Après avoir travaillé séparément les schémas nécessaires à la marche, nous les coordonnons au cours d'une séquence globale. Très bien. Vous mettez vos deux mains. Là. Voilà. On reprend la main. Oui, allez-y. On met les deux mains. Très bien. Voilà. Alors. Le rééducateur guide le bassin dans un mouvement de godille, entraînant les transferts alternés d'un pied à l'autre. Nos genoux contrôlent celui de Michel afin d'éviter les flexums trop importants, les récurvatums qui signent ou une diffusion à l'effort ou encore un déficit de recrutement du quadriceps. Pour le pied gauche. Très bien. Voilà. Parfait. Et on redresse bien le buste. Très bien. Voilà. Michel, on va marcher à l'épaule. La guidance par la ceinture scapulaire accentue le mouvement dissocié des ceintures dans la marche. Et c'est parti. De l'autre côté. C'est pas grave. Vas-y, viens. Très bien. Regarde bien. Voilà. Très bien. La canne constitue une aide de marche en terrain difficile. Mais il faut savoir que cette dernière modifie le polygone de sustentation et favorise de ce fait la décharge du côté gauche. C'est pourquoi, en rééducation, nous ne l'utilisons pas. Mais lorsque le patient est seul, la canne constitue une sécurité indispensable dans le cas où les réactions d'équilibration sont insuffisantes ou lorsqu'il n'y a aucune sensation proprioceptive du pied. Nous supprimons la canne que si nous sommes assurés qu'il n'existe aucun risque de chute, ce qui est le cas de Michel en terrain plat. Il existe d'autres aides techniques. Le releveur, utile surtout en cas de déséquilibre latéral de la cheville ou de non-proprioception du pied. Il prévient le risque d'entorse. La telle cruropédieuse se révèle utile au cas où la réactivité du membre inférieur se prolonge dans le temps. Plus élégant est l'usage de la stimulation électrique fonctionnelle qui sert de rééducateur au patient lorsqu'il s'agit, comme ici, de réveiller l'activité des releveurs ou d'inhiber le triceps. La CEF peut être encore utilisée avec efficacité pour permettre l'attaque du talon au sol en cours de marche. Comme pour la fonction posturale et la marche, la commande du membre supérieur peut être perturbée par divers parasitages. Chez Viviane, hémiplégique à droite, à la suite d'un accident vasculaire ischémique, nous trouvons une augmentation du réflexe d'étirement sur le grand pectoral, le triceps, le rond pronateur, les fléchisseurs du poignet et des doigts. Pour contourner ce trouble, nous disposons de deux techniques d'inhibition.
l'étirement lent des muscles fixateurs adducteurs de l'omoplate, du grand rond et du grand dorsal, du triceps, complété par l'étirement du grand pectoral, du rond pronateur, des fléchisseurs du poignet et des doigts. Toutes ces manœuvres assurent la disparition momentanée mais immédiate de ce trouble. Cette technique simple n'a malheureusement qu'un effet fugitif. D'où l'intérêt porté à la technique de Perfetti en cas d'augmentation du réflexe d'étirement sur les fléchisseurs des doigts. Qui sont de rugosité différente. Je vais en mettre une sous ton doigt, tu vas essayer de la retrouver. Tu reconnais? Oui, la verte. Oui, d'accord, c'est bien. On va en essayer une autre quand même. La marron. 3 surfaces de papier de verre qui sont... Nous présentons au sujet des objets ne se différenciant que par leur texture. Viviane fixe son attention et établit une prédiction de sensations à recueillir. C'est l'hypothèse perceptive. Le rééducateur sélectionne une texture et la lui fait parcourir avec la pulpe de l'index. Soit le déplacement est parasité, l'objet n'est pas reconnu. Soit le déplacement n'est pas parasité et l'objet est reconnu. Cette technique repose sur l'idée que seule l'information la plus consciente peut modifier durablement le comportement moteur. Au stade 1, nous privilégions, à partir de séquences significatives, tout ce qui favorise l'expression d'un relâchement sélectif. L'avantage de cette technique est qu'elle constitue un véritable apprentissage de la commande d'inhibition. Le patient peut alors en répéter les effets bénéfiques à volonté. Son inconvénient majeur est qu'elle ne peut s'appliquer à tout patient. Il leur faut un bon système de capture et d'intégration d'informations épicritiques et proprioceptives. Le deuxième parasitage perturbant la commande sélective de Viviane est la syncinésie de coordination. Chaque fois que Viviane doit exécuter un lâcher rapide, une saisie d'objet ou seulement un pointé, elle ne peut recruter qu'un seul et même schéma moteur stéréotypé, et ce sans pouvoir le contrôler. Là encore, deux stratégies peuvent être utilisées de manière complémentaire. Soit, comme le dit Bobat, il nous faut travailler à partir de positions très éloignées du schéma syncinétique. Ici, nous associons l'antépulsion de l'épaule à l'extension puis la flexion du coude. Soit, nous utilisons la stratégie préconisée par Perfetti qui consiste à faire suivre un guide tactile, ce qui génère une commande motrice couplée et contrôlée par les informations épicritiques et proprioceptives. Ces informations permettent une prise de conscience de la différence qu'il y a entre une commande syncinétique et une commande sélective. L'hémiplégie perturbe la saisie et la manipulation d'objets de manière plus sévère que la fonction posturale ou la marche. La préhension constitue le problème principal de Viviane. Pour la rééduquer, nous devons, avant d'envisager le geste fonctionnel, travailler et le tact actif, et l'approche et le maintien postural. Le maintien postural du membre supérieur peut se définir comme étant la faculté de stabiliser la main dans n'importe quelle partie de l'espace de préhension.
C'est une fonction proximo-distale, dont le premier maillon est constitué par la stabilisation de l'omoplate sur le grille costal, d'où l'importance du travail en décubitus latéral. Nous demandons à Viviane de faire glisser la main le long du coussin en provoquant la contraction du couple trapèze-grand dentelé. Le coussin joue un rôle de guide tactile. Il permet au sujet non de contrôler la commande de l'épaule elle-même, mais ses effets sur le placement de la main par rapport à l'objet, tout comme dans le geste de préhension. Ces principes valent pour ce deuxième exercice où la coordination entre la scapulo-thoracique et la scapulo-humérale est visée. Notez les stimulations sur le grand rond facilitant la rétropulsion et sur le sommet du sillon deltopectoral facilitant l'antépulsion. Le retour en décubitus dorsal permet d'intensifier le travail de la scapulo-humérale et du reste du membre supérieur. Dans l'exercice qui suit, notons la position de départ. Elle est proche de la position d'inhibition. L'omoplate doit être en abduction et la main en appui postérieur. Cela permet une ouverture spontanée de cette dernière et un silence du grand pectoral. À partir de cette position, nous travaillons le maintien en l'associant à la tenue, puis au lâcher d'objet. Ce qui certifie qu'il y a possibilité de relâchement sélectif au niveau des doigts et du poignet, associé au maintien du reste du bras. Celui-ci devient utilisable pour la préhension. En progression, nous demandons à Viviane de venir chercher l'objet suivant une trajectoire hors syncinésie. Tu viens me lâcher en l'emboîtant sur le mur. Et tu relâches. L'exercice d'évaluation de distance parcourue par l'index sur le bâton permet de développer l'analyse d'informations proprioceptives proximales, de coordonner maintien et inhibition distale, de coordonner maintien et fonction d'exploration distale. L'approche constitue le maillon intermédiaire indispensable entre le maintien postural et la manipulation. Chez le sujet normal, c'est la vue de l'objet qui est à l'origine du transport, de l'ouverture et du calibrage de la main. La composante de transport est un mouvement synchrone, balistique très rapide de l'ensemble du membre supérieur portant la main vers sa cible. Simultanément, la main s'ouvre globalement, puis s'oriente et se préforme en fonction de la nature de l'objet à saisir. Cette commande est difficile pour l'hémiplégique en raison de l'accélération qui provoque la spasticité, de l'association avec le maintien postural, de la diversité des schémas visuomoteurs demandant une commande sélective excellente. En rééducation, le coussin cylindrique assure le maintien postural afin que les troubles de ce dernier n'interfèrent pas. Le coussin permet aussi, par son déséquilibre, d'assurer le mouvement synchrone balistique recherché. Nous travaillons par les pointés, la composante de transport, puis nous y associons la composante de saisie. En progression, nous varions les trajectoires et nous supprimons le coussin. La manipulation se fait à partir de la commande sélective de la main couplée au tact, associant proprioception et sensibilité épicritique. Ce tact actif se révèle dans la fonction exploratoire de la main, à la base de laquelle nous trouvons les schémas sensitivo-moteurs. Ici, celui qui permet d'apprécier précisément l'épaisseur d'un objet. Ainsi, plutôt que de rééduquer d'emblée les différentes prises, nous demandons au patient d'explorer un objet, par exemple une surface conique. Le cône induit le mouvement du premier méta vers l'opposition, mouvement chez l'hémiplégique, souvent parasité par l'activité prédominante du long fléchisseur du pouce. Parasitage interdit par le guide tactile, la surface, et ou l'inhibition par étirement.
De même, nous développons la motricité sélective de l'index et l'effacement des autres doigts en faisant reconnaître des objets de petite taille dont la complexité est choisie en fonction des capacités d'attention et de reconnaissance de la personne. Notons qu'un objet de grande taille permet de solliciter l'activité proximale. Cette sélectivité se coordonne dans la prise et le lâcher de petits objets pour que la commande ne soit qu'un relâchement sélectif des fléchisseurs. Le lâcher d'objets de plus grande taille exige qu'à ce relâchement s'ajoute l'extension active. Nous progressons en passant du lâcher par inhibition au lâcher normal en ne jouant que sur la taille des objets. Ce même principe est respecté lorsque nous voulons travailler la sélectivité de chaque doigt. Voilà, très bien. On va relâcher uniquement l'objet qui est situé sous l'index. Très bien. Maintenant sous le pouce. Très bien. Et maintenant sous le 5e doigt. Très bien. Tu prends le premier, tu le gardes avec les derniers doigts comme ça, tu prends le suivant et tu essayes de les poser séparément sur la table. Ces exercices permettent la coordination entre la main interne, celle qui tient l'objet, et la main externe, celle qui manipule. Vas-y, deux autres. Il nous faut alors, en situation fonctionnelle, développer vitesse et coordination entre maintien, approche et manipulation. Il faut insister sur la coordination bimanuelle. Il faut en un mot automatiser l'utilisation de cette main. Main qui ne retrouvera que très rarement sa dextérité antérieure. Mais la rééducation lui permet parfois de tenir les deuxièmes rôles. La diversité des hémiplégies contraint à identifier chaque trouble par sa nature motrice et par les facteurs qui les exagèrent ou les modèrent. De là découle l'indication et la limite des techniques. Cette approche rééducative ne consacre ni ne rejette aucune méthode. Elle repose sur la conviction que pour chaque personne hémiplégique, il faut trouver la meilleure parade possible. Quand peut-on arrêter alors la rééducation des fonctions motrices? Il est raisonnable d'arrêter cette rééducation lorsque les objectifs fonctionnels atteints sont compatibles avec l'état neurologique et l'état de santé du patient. Rééduquer un malade, c'est aussi l'adapter à son mode de vie, à son milieu de vie habituel, le plus tôt possible. On proposera des retours à domicile. Avec l'assistante sociale seront vus les droits du patient, les indemnités qui peuvent lui être offertes. On n'oubliera surtout pas que l'hémiplégie est une affection de longue durée et donne à ce titre droit au remboursement à 100% des soins qui s'y rapportent. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ce que tu as vécu d'abord à Carpape? Carpape, bon, fallait rentrer pour faire de la rééducation. Donc c'était bien, Carpape. On a bien travaillé avec moi, je pense. Puis... C'était pas trop long. Si, bien sûr, c'est toujours long, des choses comme ça, quoi. Mais quand on voit qu'on peut s'en sortir, je pense que ça vaut le coup de rester, même plus longtemps s'il faut. C'est quand même bien, quoi. Et après, je suis donc revenu à la maison pendant un petit moment. Puis je suis retourné faire un petit bilan en Carpape d'1 mois pour me retrouver un travail dans la vie active. Et puis bon, ça s'est très bien passé encore. Puis maintenant, je travaille à mi-temps. Et je pense continuer à travailler plus longtemps. Et actuellement, sinon au niveau loisir, tu as
Tu suis l'équipe de foot? Oui, le foot le dimanche, les sorties le samedi. Puis j'ai tout. Ouais. Ah ouais, bah, j'ai toujours eu mes copains, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours. Toujours, ah ouais. Génération.